du bronze ou à l'âge du cloud. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir éteindre vos caméras et micros pour laisser la place à nos intervenants. Je vous invite à utiliser le chat pour poser des questions, questions qui seront reprises par le modérateur au cours de la session. Voilà. Ce sujet de souveraineté des données est un thème qui se situe dans la droite ligne de la stratégie du CLUSIS, qui adresse depuis maintenant de nombreux mois la thématique de la confiance numérique. J'aimerais, au nom du CLUSIS, remercier d'ores et déjà tous nos intervenants et que nous nous réjouissons d'écouter. Je remercie également Mathieu Delalloy qui va animer ce 5 à 7. Mathieu est co-directeur de League of Innovation Center avec qui notre association collabore étroitement. Le sujet du cloud souverain, d'ailleurs, au cœur de cette question de la gestion des données de la société civile par l'État est donc un enjeu central de l'e-government. Donc, merci à nos intervenants, merci à Mathieu ainsi qu'à nos sponsors qui rendent ces événements possibles. Je vous invite en outre à parcourir notre site web clusis.ch et à vous abonner à notre newsletter pour rester informé des activités du CLUSIS. Je vous souhaite une très bonne conférence et je passe la parole à Mathieu. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue à ce 5 à 7. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bien installés. On a la chance ce soir d'avoir 4 super intervenants pour un panel sur une thématique qui est d'actualité, la thématique de la souveraineté numérique. Une thématique qu'on va aborder sous différents angles, sur la thématique de la gouvernance, sur des éléments un petit peu plus techniques. On va questionner ce principe d'exclusivité, qu'est-ce que désigne finalement l'exercice d'un certain pouvoir, entre autres avec l'exercice politique que connaît en Suisse et dans nos différents cantons. On a la chance donc d'avoir 4 intervenants. Je vais vous les présenter brièvement et après je vais leur laisser la parole. Donc on a Catherine Pugin qui est la déléguée au numérique du canton de Vaud et qui va donc aborder le sujet en présentant la vision du canton de Vaud, en expliquant les challenges qui sont en lien justement avec le cloud, mais pas que, et en présentant entre autres aussi le lien étroit avec la stratégie de Vaud. Après, on laissera la parole à Mehdi Atmani, qui est journaliste indépendant et fondateur de Flypaper. C'est un sujet qu'il connaît bien, c'est un sujet qu'il a exploré à travers divers articles que vous avez peut-être eu l'occasion de lire. Et il va questionner, il va aussi amener un certain nombre de questions sur la vision, sur la capacité à travailler ensemble, sur la capacité à évoluer et faire en fait au final face aux challenges en lien avec ce numérique et les challenges logiquement en Suisse. Et après, on a la chance d'avoir 2 intervenants de l'entreprise Infomaniac, donc prestataire de solutions en Suisse, Marc Hohler, qui est le CEO de l'entreprise et qui va amener justement cette vision entreprise. Merci à lui d'être présent. Et son collègue Thomas Jacobson, qui est le responsable communication de la même entreprise et qui présenteront aussi un petit peu la vision de la part d'un fournisseur de solutions. On va fonctionner sous un format un peu classique pour ces 5 à 7. On va laisser la parole en fait à chacun d'eux et après on va créer une sorte de table ronde où en fait on pourra prendre les questions de la salle à travers le chat. Donc n'hésitez pas à les noter. Si vous avez des idées qui vous viennent en cours de présentation, vous pouvez le faire directement. Donc c'est normalement sur votre droite. Vous pouvez sans autre poser vos questions ou sinon vous pouvez aussi attendre un petit peu le panel dès qu'il sera lancé pour pouvoir poser vos questions. Donc voilà, je me réjouis beaucoup de vous entendre. C'est un sujet comme j'ai dit, qui est d'actualité. Moi, j'ai fait quelques recherches avant et pour préparer ce 5 à 7, j'ai été chercher un peu dans les interventions parlementaires et on voit que c'est un sujet qui est ressorti à partir de 2017 en fait, surtout. On retrouve des choses un peu plus vieilles, mais pas directement avec les mêmes mots-clés. Et on a entendu parler du projet, de l'appel d'offres qui avait été fait par le Conseil fédéral en 2020, la désignation du marché auprès de 4 prestataires en 2021. Maintenant, un positionnement qui se fait, donc il y a des travaux, il y a des réflexions, il y a une prise en main un peu du sujet aussi par la population, par les entreprises. Et donc voilà, c'est en tout cas un 5 à 7 qui tombe à pic, entre guillemets, par rapport à ce sujet. Et je me réjouis beaucoup de pouvoir entendre ces 4 intervenants. Donc merci à eux et je laisse d'ores et déjà la place à Madame Pugin pour son intervention.
Merci Mathieu, bonsoir, bienvenue à tout le monde et merci au CUSIS de l'invitation pour vous exposer un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le canton de Vaud et puis peut-être de manière un peu plus générale dans les cantons latins autour du cloud souverain. C'est une thématique qu'on commence à explorer gentiment. Vous en avez peut-être entendu parler dans la presse. On a communiqué un peu là autour. Voilà, l'idée, c'est de remettre un peu en contexte ça. Évidemment, c'est un mandat qui démarre chez nous, donc on n'est pas à même aujourd'hui de vous donner des résultats, mais simplement de faire un peu l'état de nos réflexions là autour et puis de voir comment on empoigne ce sujet du point de vue d'une administration publique dans le canton de Vaud, dans les autres cantons. Le contexte, il est assez simple, hein, je pense qu'il est connu par tout le monde. L'informatique évolue en permanence et puis aujourd'hui, le cloud se développe toujours plus comme une technologie qui est de plus en plus attrayante d'un point de vue économique, d'un point de vue sécurité de l'information, etc. On se rend bien compte que les acteurs qui gravitent là autour mettent énormément d'énergie et c'est normal hein, pour assurer la sécurité des données qui sont placées dans le cloud. Donc voilà, c'est une technologie qui se développe. Évidemment, les administrations publiques ne peuvent pas se tenir à l'écart de ce développement-là. Donc on le suit de près. Ce que j'ai peut-être manqué de signaler, mais je le rappelle pour si ce n'est pas clair, je suis donc déléguée numérique, mais rattachée à la direction générale du numérique et des systèmes d'information. Donc je travaille aussi de manière assez étroite avec mes collègues qui s'occupent des systèmes d'information directement. Donc effectivement, nous aussi, administration publique, on est confronté au cloud, on se pose la question des développements cloud, ça amène beaucoup de questions. On travaille dans un cadre légal, vous savez que la question de la protection des données personnelles, c'est un sujet qui est important, qui est sensible, etc., dont on doit se préoccuper. Et puis, on voit en même temps la Confédération qui avance avec un développement qui est très orienté cloud, hein, cloud first. Mathieu l'a dit en introduction, avec cette attribution maintenant d'un marché pour la mise en œuvre de ce cloud public avec des données de la Confédération, éventuellement aussi des données des citoyens suisses, des administrés qui vont être déposés dans ce cloud. C'est clair que cette décision-là de la Confédération, elle nous a surprises, pour employer un mot qui ne soit pas trop fort, dans le canton de Vaud, parce que ça fait un moment qu'on réfléchit à la question de la souveraineté, etc. Et puis c'est une décision qu'on n'a pas forcément comprise. On n'est pas les seuls, hein. On voit qu'au niveau du Parlement suisse, il y a des initiatives parlementaires qui ont été déposées maintenant, essentiellement par des parlementaires romans. C'est intéressant aussi de le constater, autant au niveau du Conseil national que du Conseil des États. Et puis, il y a aussi en discussion actuellement une initiative populaire qui est en cours de préparation. Voilà, donc cette décision de la Confédération, finalement, elle a amené à tout un tas de réflexions à plusieurs niveaux. Et puis, c'est là donc que nous, on s'inscrit. Alors, on peut peut-être passer au slide suivant. Les cantons s'en préoccupent aussi. Il existe depuis 2019 une conférence latine des directeurs du numérique. Donc, c'est les conseillers d'État des cantons romans plus le Tessin qui se réunissent 2 fois par année pour échanger sur les enjeux de la transition numérique. Le constat qui a été fait au démarrage de cette conférence, c'est de dire le numérique, c'est pas qu'un sujet informatique. Alors, c'est clair que la technologie en soi est importante, mais le numérique aujourd'hui, il concerne d'autres enjeux, encore une fois des enjeux de souveraineté, des enjeux de communication, de mode de travail, etc., qu'il est important de prendre en compte. Et puis, il faut développer des vraies politiques publiques autour du numérique. On ne peut pas simplement laisser l'informatique se développer. C'est aujourd'hui plus possible. Alors, on peut passer au slide suivant. Merci. Dans ce contexte-là, le canton de Vaud a été un des premiers cantons à se doter d'une stratégie numérique, donc fin 2018 déjà. Le Conseil d'État a adopté sa stratégie numérique que vous retrouvez facilement en ligne. Et puis, ça a mené à la création du poste de délégué au numérique, donc le poste que j'occupe, plus la constitution d'une petite équipe pour coordonner cette mise en œuvre de la stratégie numérique vaudoise. Elle s'articule autour de 3 principes forts qui sont la souveraineté, la sécurité, la solidarité. Souveraineté, où on rappelle que finalement, le rôle de l'État ne change pas dans le monde numérique. On est dans un État fédéral où les cantons sont souverains. Ce rôle-là ne change pas. La maîtrise et le contrôle qu'on veut avoir sur nos données relèvent aussi de la souveraineté. Voilà, donc c'est un principe fort de cette stratégie-là. Ça permet aussi de se positionner rapidement sur des questions de type le cloud et la décision de la Confédération dont je parlais tout à l'heure. Le deuxième principe fort, c'est celui de la sécurité. Évidemment, sécurité des données, protection des données personnelles.
on met un accent assez fort là autour. En plus, comme vous le savez, le canton de Vaud a été victime d'attaques assez retentissantes à l'automne passé. Donc, c'est un thème qui est toujours présent. Et puis finalement, un troisième principe qui est celui de la solidarité, pour rappeler que finalement, aujourd'hui, l'État est garant de la cohésion sociale et ça doit perdurer. On veut laisser personne sur le bas-côté. Donc, on travaille vraiment aussi à essayer de réduire la fracture numérique, non seulement en donnant les moyens à chacun de comprendre ce qui se passe dans le monde numérique, mais aussi en augmentant évidemment les compétences des uns et des autres sur ces questions-là. Et puis aujourd'hui, il y a la volonté de se doter d'une politique de la donnée qui soit claire, qui soit lisible, qui soit compréhensible. C'est une politique qui va s'adresser à l'administration en tant que telle, mais à l'administration cantonale évidemment, mais aussi au-delà, à la société, par éventuellement des ça pourrait déboucher sur des formations pour développer les compétences des uns et des autres en matière de données. Cette politique, elle va essayer de trouver un juste équilibre entre valorisation des données, parce qu'on connaît le potentiel et la valeur des données, et à ce à quoi elles peuvent nous servir au sein de l'État et de l'administration. Donc entre valorisation des données et respect de la sphère privée et protection des données personnelles, etc., qui sont un thème finalement politique très fort dans le canton de Vaud. Alors, dans ce contexte-là, on peut peut-être passer au slide suivant, merci. Dans le cadre de cette politique de données, de ces différentes discussions, etc., de la conférence latine, a émergé finalement l'idée, suite à la décision de la Confédération, de nous poser aussi, nous, la question, pas forcément d'un cloud suisse, mais en tout cas d'un cloud souverain. C'est devenu un buzzword depuis quelques mois. On parle beaucoup de cette souveraineté, du cloud souverain, etc. Ça va nous permettre d'interroger notre dépendance finalement numérique. On est aussi dans cette réalité-là. Finalement, les GAFAM sont très présents. En tout cas, nous, dans le canton de Vaud, on a des parlementaires qui sont très, très intéressés par ces questions-là. Il y a des postulats qui sont déposés pour nous demander de sortir de cette dépendance. Quelle est notre marge de manœuvre? Voilà, on a l'impression qu'aborder cette question par l'angle du cloud, ça peut nous permettre d'avancer sur cette notion de dépendance et puis sur les solutions qui s'offriraient à nous. L'idée aussi, c'est de donner finalement du corps à cette notion de souveraineté numérique dans cette étude, en essayant de mieux la comprendre, de voir exactement ce que ça implique, etc. Et puis finalement d'être en mesure, ça c'est dans les résultats qui sont attendus, je reviendrai, de pouvoir placer ce curseur de la souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire être souverain sur les données dans le cadre du cloud, et puis d'être capable là de placer le curseur. Donc c'est une étude qu'on va mener, alors elle est pilotée par le canton de Vaud en partenariat très étroit avec le canton de Genève, et puis les autres cantons latins sont tous intéressés à y participer. Donc ça va être une étude commune pilotée par le canton de Vaud, mais une étude commune à tous les cantons latins. Et ça, c'est aussi intéressant de voir que là, il y a une convergence finalement de problématiques communes entre les différents cantons. Cette étude, on l'a donnée à un mandataire externe. Vous pouvez peut-être passer à la slide suivante. Et la première chose qu'on a essayé d'identifier de notre côté, c'est finalement, c'est quoi les enjeux autour du cloud aujourd'hui? Alors, c'est évidemment la cybersécurité. On sait aujourd'hui que le cloud n'est pas une réponse à la sécurité en soi, mais ça peut contribuer à améliorer la sécurité parce que c'est des acteurs qui sont importants, qui mettent le focus sur les éléments de sécurité, ça c'est normal. Évidemment, c'est pas la réponse ultime à la sécurité informatique, mais ça peut y contribuer. Donc ça, c'est une première chose. On se rend compte aussi, un des autres enjeux, c'est la localisation des données. On a toujours l'impression que finalement le numérique, c'est quelque chose de très intangible. On parle du cloud, du nuage, tout ça, on ne sait pas trop où, etc. Mais finalement, il y a une territorialité des données. Les données, elles sont dans un data center à un endroit précis. En matière de force juridique, etc. Il y a des règles qui s'appliquent ou qui ne s'appliquent pas. Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment de rappeler que le numérique, ce n'est pas que de l'intangible, c'est quelque chose qui est très, très tangible, c'est très matériel. Il faut du matériel pour le faire fonctionner, et ce matériel, il est localisé à un endroit, et ça a des impacts. Un des autres enjeux, c'est tout ce qui est les services et les logiciels. Aujourd'hui, ce qu'on a envie de comprendre aussi, c'est, du point de vue du canton, c'est quels sont les services qui sont offerts par les hyperscalers, par les grands acteurs du cloud. Ah, les slides ont disparu, mais enfin bref.
je continue, par les grands acteurs du cloud. Et puis, qu'est-ce que les prestataires suisses, il y a Infomania qui est aujourd'hui dans la discussion, il y en a d'autres en Suisse. Qu'est-ce qu'eux offrent? Où est le gap entre ces deux éléments, etc. Et puis, comment on peut avancer. Ça, c'est un autre élément important. Puis je parlais des logiciels, c'est clair que les données, la localisation des données, c'est une chose. Comment ces données sont traitées par des logiciels, c'en est une autre. C'est aussi un enjeu autour du cloud. Il y a ensuite d'autres aspects qui sont tout bêtement comptables. Par exemple, aujourd'hui, faire un budget pour un cloud, c'est pas la même chose que pour du matériel qu'on achèterait et qu'on mettrait on-premise. Donc ça, dans le contexte d'une administration cantonale, finalement, c'est des budgets qui sont votés au final par le Parlement, donc ça a aussi des impacts. Le modèle économique aussi, c'est un élément qui nous importe. Et puis ensuite, il y a tout un aspect autour de la dépendance. J'en ai déjà parlé un petit peu, de notre dépendance numérique, et puis des aspects juridiques qu'on doit prendre en compte. Aujourd'hui, avec le cloud, pardon, on a un territoire national qui se retrouve tout d'un coup dispersé un peu partout, avec des données partout. Il y a des projets qui sont hyper intéressants en Estonie, par exemple, où on essaye de bâtir des clouds dans les ambassades, donc faire finalement une partie du territoire national pour garantir cette souveraineté. Donc on voit qu'il y a des réflexions qui sont menées à beaucoup d'endroits autour de cette territorialité et cette localisation des données. Je m'excuse, comme je ne vois plus les slides, j'espère que vous m'entendez encore. Mathieu, tu peux me confirmer? Oui, on t'entend Pardon. bien. C'est Parfait. Donc voilà pour ces aspects juridiques. Aujourd'hui, donc, on démarre cette étude avec un mandataire externe qui est AWK, qui nous accompagne sur cette réalisation de l'étude. L'idée aujourd'hui, c'est d'analyser ces différents enjeux, ces différentes dimensions dont je vous ai parlé à l'instant. C'est de faire aussi un tour d'utilisation sur comment est utilisé aujourd'hui le cloud dans les cantons, parce que chacun a sa propre politique en matière de cloud, et puis de voir comment là on peut trouver des synergies, par exemple, ou des convergences, ou au contraire des écarts qu'il faudrait analyser, par exemple. Notre envie aussi, c'est de comprendre ce qui se passe au niveau local, au sein des acteurs locaux aujourd'hui, pour analyser leur offre, comprendre quel est le gap aujourd'hui entre les acteurs locaux et les grands acteurs type GAFAM. Et puis finalement, c'est aussi de nous poser la question sur quel est le rôle de l'État, quel rôle l'État doit jouer dans ce cadre-là. Alors ça peut aller assez loin, hein. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État, le canton de Vaud, a un rôle à jouer par rapport aux communes, par exemple, pour les aider à sécuriser, à placer leurs données dans des systèmes qui soient efficients, sécures, etc. C'est des vraies questions qui se posent suite aux cyberattaques de Roll et Morges à l'automne passé. Voilà. Et au final de toute cette étude qu'on va dérouler maintenant d'ici jusqu'à la fin de l'année, enfin les 6 prochains mois, c'est d'avoir des pistes d'action pour essayer de comprendre si ce cloud souverain il est opportun, s'il fait du sens, si on en a besoin, et si oui, quelles sont les options de faisabilité finalement pour faire un cloud. Donc on peut aller de l'un à l'autre, hein. On pourrait imaginer de construire un data center sur sol vaudois pour les données vaudoises. C'est peut-être une extrême un peu, une extrême un peu qui va un peu loin. Mais entre ça, un partenariat privé-public, etc., il y a plein d'options possibles. Mais l'idée, c'est vraiment de reprendre finalement un peu le lead, le contrôle sur des fois cette informatique qui a l'air de nous échapper, aussi au sein de l'État, de comprendre le rôle de l'État, de donner les clés aux politiques aujourd'hui pour prendre des décisions en matière numérique. Alors je suis au slide 8, on peut avancer assez rapidement. Comprendre le rôle de l'État dans ce domaine, éventuellement en lien avec le parapublic, les autres entités publiques, les communes, peut-être avec les PME. Voilà, c'est une question qui est ouverte. Est-ce que l'État a un rôle à jouer pour les PME dans la sécurisation de leurs données, par exemple? Et puis définir des variantes pour la réalisation de ce cloud souverain. Voilà, donc ça, c'est des résultats qui sont attendus pour la fin de l'année. Évidemment, ils seront validés par les conseillers d'État qui sont présents et membres de cette conférence latine des directeurs du numérique. Encore une fois, c'est un projet qu'on fait en partenariat entre ces différents cantons. Et voilà, donc voilà pour cette rapide introduction. Je crois que j'ai tenu le timing. Je vous remercie et puis je reste à disposition tout à l'heure pour des questions. Et là, vous avez mes contacts
toute information complémentaire. Merci beaucoup. Un grand merci pour cette introduction, pour cette présentation un petit peu des challenges, du contexte. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a un certain nombre de questions. Certaines ont été répondues, entre autres, partiellement par l'intervention de Madame Pugin. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement la parole à Monsieur Mehdi Atmani, qui va lui aussi ouvrir un petit peu le champ des possibles. Et après, on va partir sous un format de table ronde. Voilà. J'en profite aussi pour nous excuser pour ces problèmes techniques liés aux slides. J'imagine que la présentation, elle pourrait être partagée par la suite si besoin. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Atmani. Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai une casquette ce soir un peu bâtarde, celle de journaliste et de citoyen, observateur un petit peu de ces questions numériques, parce que elle m'occupe depuis 15 ans maintenant, de pouvoir un petit peu décrypter, de mettre un petit peu de chair. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette transformation sur la société, sur l'économie, sur le politique? Parce que finalement, tout ça, c'est lié. Et c'est un peu le grand défi de société qu'on a en ce moment, c'est comment aborder cette question numérique de manière complètement transversale. Alors, on distribue les bons et les mauvais points. Je ne suis pas là pour jouer les arbitres, mais je suis là pour observer un petit peu les choses. Et cette question du cloud, elle m'a beaucoup intéressé parce qu'elle est symptomatique de beaucoup de choses. Au-delà du choix de la Confédération, commençons par ça d'ailleurs. Traditionnellement, la Confédération, elle ne s'est pas montrée très brillante dans la gestion et la communication de ses projets informatiques. On a toujours l'impression qu'elle a un peu une patate chaude dans les mains et puis que finalement, elle n'a pas les experts à disposition pour pouvoir finalement les thématiser. Donc, on en revient avec des décisions qui sont un peu mi-chaud, mi-froid et qui fâchent un petit peu. Pourtant, la question de la souveraineté, autant faut-il encore la définir. Qu'est-ce que la souveraineté? Elle est centrale. Ça fait 20 ans qu'on vit avec le numérique. Et les griefs ou les questions sont adressées depuis un petit moment. Et finalement, on se rend compte qu'il y a à la fois une pression finalement de nos modes de vie, des outils qu'on nous offre, des entreprises qui se créent. Et il y a un contretemps avec le temps politique qui est tout à fait normal. Mais comment le régler? Et j'ai un petit peu l'impression, alors c'est un avis très, très personnel, que cette affaire du cloud, elle a cristallisé un problème qui est plus profond, qui ne parle pas uniquement du cloud, mais de la donnée en général, parce que tout est donné aujourd'hui, qu'on parle de l'État, qu'on parle des PME, qu'on parle de l'administration fédérale, tout est digitalisé. Alors, on fait quoi maintenant? C'est un petit peu la question. Eh ben, la décision de la Confédération, c'est un peu on fait avec les prestataires qu'on avait avant. Mais qui est-ce qu'on a en Suisse? Alors, oui, ça demande des efforts. Ça demande une nouvelle organisation. Ça demande aussi un soutien politique. Et on se rend compte que c'est compliqué. Mais la question à laquelle on ne répond pas, c'est que en quoi ça concerne le citoyen? Est-ce que nous, citoyens et citoyennes, est-ce que c'est un thème qui nous fait peur? Est-ce que, voilà, moi, en envoyant des messages sur WhatsApp, en utilisant différents services, est-ce que c'est quelque chose qui me concerne? Et pendant longtemps, ça a été aussi la patate chaude au niveau politique. Il y avait quand même quelques représentantes et représentants au canton et au Parlement à Berne qui ont poigné la question, alors qu'ils n'ont pas été beaucoup écoutés, mais là, il me semble que la donne est en train de changer. Et là, il y a vraiment un gros défi en termes de société, de pouvoir trouver un langage commun entre le politique, la société civile et l'économie privée pour trouver finalement un consensus sur c'est quoi la souveraineté, quelles données devront être protégées, quelle société numérique est-ce que nous voulons. Et là, c'est vraiment un peu la brèche qu'a ouverte la décision de la Confédération par rapport à ce cloud.
il faut non plus pas accusé de certains de lenteur ou autre, quoique pour certains domaines c'est le cas. Mais c'est vrai que moi je me pose une question qui est peut-être anodine, mais c'est est-ce que le fédéralisme, il est capable de pouvoir répondre à cette question-là? Donc si la Confédération n'est pas capable de prendre une décision, le canton de Vaud, les cantons latins, eux, sont d'accord on pointe cette question au niveau politique et au niveau économique. Mais quand on parle de données, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de frontières cantonales, il n'y a plus de fédéralisme, c'est quelque chose qui est complètement transversal. Donc, comment est-ce qu'on fait en tant que société pour pouvoir défendre, protéger, monétiser, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est aussi le nerf de la guerre, hein, ces données-là? Et là, c'est une question qui mérite d'être répondue. Et donc, du coup, moi, en tant qu'observateur et en tant que journaliste, je suis assez, pour pas vous cacher, assez content, en fait, de la fronde romande par rapport à la décision de la Confédération, parce qu'enfin, on a un débat de société, et puis peut-être qu'on va pouvoir parler aux citoyennes et citoyens pour leur poser la question, et ben voilà, vous produisez des données tous les jours, où est-ce que vous voulez qu'elles soient stockées? Je pense qu'il y a un rôle de la société, il y a un rôle du politique, un rôle de l'économie d'expliquer ces questions-là à la population générale, qui s'est déjà montrée assez mature dans d'autres votations comme l'identité électronique. Et c'est vrai que voilà, on a eu actuellement l'intervention de Madame Pugin pour la vision du canton. C'est une comment est-ce que finalement, une administration publique peut discuter avec Infomaniac, qu'on va entendre tout à l'heure, avec Berne, avec d'autres cantons pour trouver un consensus. Donc on voit qu'il y a quand même des pistes de réflexion qui méritent d'être explorées. Et c'est vrai que, alors en tant que journaliste, je me pose la question de savoir comment est-ce que on va pouvoir dialoguer tous ensemble pour que cette souveraineté numérique soit établie en Suisse. Donc moi, j'ai peut-être un peu des questions comme ça, mais voilà, j'ai un petit peu terminé en fait. Merci beaucoup, Monsieur Atmani. Je vous en prie. Je vous remercie. Je pense qu'on peut directement thématiser ce sujet-là. Si Catherine aussi peut je la vois pas directement. Voilà, si elle peut activer sa caméra, parce que je pense qu'il y a dans la discussion, il y a un aspect assez intéressant. Entre autres, on parlait beaucoup de fonctionnement, de collaboration, et là, on a la chance d'avoir au final une administration cantonale, une entreprise privée qui fournit une solution, et M. Atmani qui est aussi observateur et qui a levé un certain nombre de questions. Et je pense que si ça vous convient, peut-être de commencer un petit peu avec une vue d'ensemble. Il y a une personne qui, dans le chat, a questionné M. Tinguely la souveraineté dans une période comme on la vit actuellement, d'instabilité géopolitique. Dans ce contexte-là, est-ce que finalement la Suisse est capable de relever ce défi? Est-ce que le fédéralisme, on parle souvent de 26 pays, 26 cantons, est-ce qu'on est capable? Comment vous voyez la chose? Voilà. Quelle serait une réponse rapide à ce sujet? Alors, si je peux, je veux bien essayer de me lancer. Le fédéralisme ne simplifie pas la donne, mais ça reste un état de fait. On est dans un état fédéral et je pense qu'on doit trouver des solutions dans la collaboration entre les différents niveaux de l'état fédéral, entre la Confédération, les cantons, les communes. Je pense que c'est aussi une force de la Suisse, souvent, le fédéralisme. Donc, ça ne doit pas changer dans le monde numérique. Et je pense qu'on peut trouver des solutions dans le partenariat et la collaboration. Il y a aujourd'hui, alors certains le savent certainement, il y a une nouvelle organisation qui s'est créée là, à partir du 1er janvier, qui s'appelle Administration numérique suisse. Qui est en train de démarrer avec un organe politique où on trouve des responsables. C'est la première fois que ça discute au niveau politique entre les différents échelons en matière d'administration numérique, de cyberadministration. Et c'est intéressant de voir les échanges entre les conseillers fédéraux, les conseillers d'État, des représentants des communes. Chacun a ses problématiques, mais on a l'impression que cette approche partenariale, elle peut prendre. En tout cas, la volonté des cantons,
c'est pas de se retrouver contraint par la Confédération à faire certaines choses, à numériser certaines prestations avant d'autres, par exemple. Tout ça, finalement, c'est très dépendant des politiques publiques qu'on essaie de mettre en place dans les cantons. Voilà, donc je reconnais que le fédéralisme, c'est pas c'est pas forcément un facilitateur, mais ça reste un état de fait et je pense qu'on peut trouver des solutions dans des approches collaboratives partenariales entre les cantons. La conférence latine des directeurs du numérique, il faudra, dans l'idéal, il en faudra une au niveau suisse. Pour l'instant, elle existe au niveau latin. Mais on sent que ça prend, les discussions sont intéressantes, sont intenses sur des sujets qui sont pas simples, que ce soit la souveraineté numérique, que ce soit l'intégrité numérique. Mais voilà, donc il y a un vrai... il y a de la place pour quelque chose qui se crée, je pense. Et si je peux me permettre d'ajouter 4 points importants, je pense qu'il est important de définir en fait un cadre quand on parle de souveraineté. Et pour parler de souveraineté, en fait, c'est important de savoir où sont stockées physiquement les données, donc l'infrastructure. Ensuite, quels sont les logiciels qui traitent ces données, effectivement. Le fort juridique, en fait, de la société qui gère les infrastructures et assure le développement des logiciels. Et puis enfin, par qui sont financées les sociétés qui gèrent et à la fois le développement et à la fois l'infrastructure. La deuxième chose que je pense qu'il est intéressant de rappeler par rapport à cette question du fédéralisme, c'est la nécessité d'avoir un input au niveau central qui est clair et de définir clairement les besoins. Ce qu'on a vu avec l'appel d'offres à 110 millions qui a fait polémique, c'est que les besoins finalement étaient tellement vastes et il y avait une pléthore de besoins demandés avec des prérequis techniques qui étaient tels que ça pouvait que cibler des sociétés, des multinationales. Il n'y avait pas vraiment de vision. Après, au niveau du Parlement, on a vu des questions qui demandaient des clarifications au niveau de la Confédération. Et puis ensuite, on a appris dans un deuxième temps que c'était que pour des services de seconde importance, pas importants. Donc de là, on peut se poser la question, pourquoi un tel budget? Et puis, ça implique aussi une vision du numérique, de définir justement ce qu'est la souveraineté exigée pour la Suisse. Et là, c'est important de ne pas négliger la couche logicielle. Puis enfin, le quatrième point qui a été soulevé par Catherine Pugin, c'est finalement de faire la différence entre le gap entre les sociétés qu'on voit fréquemment dans les médias américaines et maintenant chinoises, et la réalité suisse. Est-ce qu'on est capable au final, chez nous en Suisse, de développer les solutions qui répondent aux besoins des administrations publiques et des sociétés privées? Puis là, peut-être, Marc, je te laisse rebondir par rapport à ça. Ouais, moi, ce que je voulais ajouter, c'était que surtout, en fait, la Suisse n'a pas le choix. C'est pas, on est en train de se demander si oui ou non, il faudrait qu'on fasse le pas de la souveraineté numérique. Pour moi, c'est pas une question qu'on doit se poser, en fait, on est obligé. Parce que là, on est vraiment au début d'une révolution numérique. Même si ça fait longtemps qu'on en parle, on est quand même qu'au début et on est déjà en train de parler de tout sous-traiter, en fait, et de rien faire nous-mêmes. Et là, on a un gros problème, en fait, économique, c'est-à-dire en termes d'emploi et tout ce qui tourne autour. Pour l'avenir, si dès maintenant, on décide déjà de faire une croix et de tout, en guillemets, outsourcer, en fait, à l'étranger. Après, c'est tout un savoir-faire qu'on perd, c'est tous des emplois qu'on perd, et finalement, on se retrouve complètement dépendant de sociétés en fait étrangères qui sont, comme disait Thomas, dirigées par un force juridique qui n'est pas le nôtre et qui régissent pas sous nos conditions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important et à mon sens, on n'a pas le choix en fait. C'est simplement quelque chose qu'on doit faire. Tout comme on l'a fait à l'époque pour les grandes infrastructures qu'on a fait en Suisse. Peut-être qu'à l'époque aussi, on se posait des questions, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on arrivera à le faire? Voilà, la Suisse a quand même prouvé qu'on a toujours réussi en fait à relever ces challenges. Et là, c'en est un de plus qui a l'air conséquent, mais qui est déjà réalisé par multitude de sociétés en Suisse. Et voilà, on est obligé de sauter le pas. Et c'est important de garder à l'esprit qu'on a les écoles parmi les meilleures au monde chez qui vont recruter en fait les acteurs américains. Et en fait, plutôt que de laisser partir ces cerveaux à l'étranger, leur créer des emplois ici chez nous, et puis de ne pas créer une dépendance technologique qui sera sur du long terme, auquel on sera sujet en fait quand il y aura des augmentations de tarifs, une fois que les entreprises et les institutions publiques
utilisant des technologies propriétaires qui ne sont pas open source et qu'on ne peut pas maîtriser. Et puis, dans les gens qui nous suivent, il y avait aussi la question de la géopolitique qui a été soulevée. Les sociétés américaines ou chinoises, parce que la Confédération en a quand même choisi une sur ce continent, ne partagent pas forcément les mêmes intérêts. On l'a vu avec la triste situation actuelle avec la Russie et l'Ukraine, que des acteurs cloud peuvent d'un jour à l'autre en fait arrêter de proposer leurs services cloud dans des pays. Et puis le seul moyen en fait de maîtriser de bout en bout qu'est-ce qui se passe avec nos données et les services qui sont proposés aux utilisateurs finaux et aux concitoyens, eh bien, c'est de maîtriser les choses de bout en bout. Et comme disait Marc, il y a beaucoup de sociétés en Suisse qui maîtrisent ces technologies. Alors après, ce n'est peut-être pas des solutions, mais il suffit d'appuyer sur un bouton magique et tout fonctionne par magie. Il faut peut-être des fois un peu avoir des connaissances un peu plus avancées, puis lier des services entre plusieurs entreprises. Mais en tout cas, les compétences sont là. Et puis, avec les écoles qu'on a en Suisse, ce n'est pas ça qui devrait créer une barrière à cette adoption. Merci beaucoup pour ces éléments. Là, j'ai une question qui me titille et qui est plutôt technique et qui est plutôt adressée à vous, Infomaniac. C'est finalement, à vous entendre, on n'a pas à rougir au final en Suisse. Mais techniquement, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'avec les fournisseurs d'infrastructures, Madame Pugin a cité certains éléments techniques qui sont nécessaires à la mise en place d'un cloud, est-ce qu'on est capable de le faire? Oui, tout à fait. En fait, c'est faut faire attention au discours marketing en fait, des grandes entreprises américaines qui nous proposent leurs services, qui nous font croire qu'ils ont quelque chose d'inédit, qui est irréalisable, voilà, que ce sont les seuls en fait, qui peuvent le faire. C'est absolument faux. Il y a des technologies open source qui existent. Il y a par exemple OpenStack, qui est un projet qui est reconnu mondialement, dans lequel il y a des milliers de contributeurs et qui est suivi, dans lequel, par exemple, nous, on contribue également, qui est utilisé par des grandes industries. Il y a la NASA, par exemple, qui l'utilise aux États-Unis, qui permet justement de faire ça. Donc oui, c'est tout à fait réalisable et on ne parle pas de budget faramineux, donc on parle vraiment de... En fait, on est à bout touchant d'y arriver. C'est-à-dire qu'on le fait déjà, nous, à notre échelle, mais c'est-à-dire qu'au niveau national, on peut y arriver, en fait, en regroupant quelques entreprises, des écoles, l'État, la partie publique, et on peut vraiment faire un cloud souverain, voilà, 100% indépendant, comme disait Thomas, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On parlait, quand il y a eu les choix de la Confédération qui étaient tombés, on avait à l'époque tiré la sonnette d'alarme, et on disait, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, etc. Donc actuellement, voilà, tout va bien, mais on ne sait pas demain. Et puis, voilà, c'était un peu un discours un petit peu apocalyptique qu'on proposait. On voit bien maintenant que quelques mois plus tard, en fait, on a déjà un peu toute l'Europe qui est en train de se... Enfin, l'Europe, on va dire plutôt l'Europe et les États-Unis qui sont en train de se chamailler, on va dire, avec la Russie, qu'on a la Chine qui prend position un peu de manière floue, les États-Unis qui mettent pression, etc. Et nous, en fait, on est là au milieu. On est un peu tributaire de tout ça. Il faut aussi savoir que la Suisse a ce côté neutre et du coup, ça peut aussi être un autre levier de pression qu'on pourrait avoir sur nous. Donc, voilà, il faut être vigilant là-dessus. Mais pour répondre vraiment à la question, oui, tout à fait. Donc, les compétences, on les a. Les personnes, on les a. Sauf qu'actuellement, ces personnes vont travailler ailleurs, en fait, tout simplement. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si on parle argent, c'est quand même important, 110 millions, qui était l'enveloppe budgétaire de la Confédération, et puis à l'échelle d'une ville où ça peut se chiffrer en 1 ou 2 millions, pour une société comme Infomaniac qui a un chiffre d'affaires de 30 millions, c'est énorme, c'est gigantesque. Avec 110 millions, on peut créer plein d'emplois, accélérer les développements et créer une technologie qui va être bénéfique à tout un écosystème de PME suisses locales qui vont pouvoir co-développer avec nous des solutions qui répondent aux besoins des administrations et des entreprises privées. Merci pour ces éléments. Je vous propose de reprendre un peu de la hauteur justement avec Monsieur Moy, Gianfranco, et après peut-être je te passe la parole, Mehdi, justement sur cette souveraineté, le fait, est-ce que finalement on parle de souveraineté, Madame Pugin a évoqué souveraineté, éventuellement pas une souveraineté suisse, ces nuances, ok, on joue avec les mots, mais est-ce qu'elle n'est pas antinomique avec la possibilité d'une gouvernance finalement mondiale d'Internet, finalement le réseau? Comment vous percevez la chose?
en étant soit d'un point de vue d'une administration, soit en tant qu'observateur, soit dans la technique? Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'on est tous interdépendants et en fait finalement on joue entre guillemets et qu'il y a des players qui sont plus gros et qui voilà, ou est-ce que on a notre carte à jouer? Comment est-ce que vous voyez? Est-ce que nos bases légales sont suffisantes? Parler du fort juridique, comment vous voyez ça? Si je peux me permettre, en fait, je pense pas que c'est encore vraiment une réalité en fait de parler d'un Internet décentralisé. Je pense que c'est ça la question. Et du coup, effectivement, on va parler de souveraineté. Du coup, on sort de ce principe d'Internet décentralisé, mais en fait, Internet n'est plus du tout décentralisé. En fait, c'est un quasi monopole de quelques entreprises. Donc, en fait, on est déjà totalement à l'opposé. Et puis, justement, si certains gouvernements, certains États, certaines entreprises, que ce soit privées, publiques, des écoles, si tout le monde tout le monde amène sa pierre à l'édifice, bah, justement, on revient peut-être un peu plus à l'Internet décentralisé. Actuellement, tout dépend de quelques entreprises. Et rien qu'à voir, vous regardez les applications qui sont installées sur vos téléphones, la plupart viennent des mêmes entreprises. Si vous allez faites une recherche sur Internet, on sait évidemment que c'est une recherche sur Google. Ensuite, on arrive sur des sites où il y a des pubs qui sont faites par Google, avec des cookies qui nous traquent, aussi produits par Google, etc. Donc en fait, on est déjà très loin de l'Internet décentralisé. Et c'est justement ce genre d'initiative et de se dire, bah, en faisant notre propre cloud, on reprend un peu la main dessus sur cet Internet en fait complètement centralisé. Pour moi, on va plutôt dans le bon sens qu'à l'inverse. Je pense que moi, je rejoins ce qui a été dit. Je pense qu'un des problèmes qu'on a en Suisse, en tout cas sur ces questions numériques, c'est qu'on se disqualifie d'office. On pense qu'on ne sait pas faire, mais aujourd'hui, on a besoin de reprendre un peu la main sur. Enfin, on ne peut pas simplement subir, quoi. Et je pense qu'en tout cas, nous, notre volonté avec cette étude-là, c'est aussi d'être capable de mieux comprendre toutes ces articulations-là et puis d'être capable de prendre des décisions en toute connaissance de cause, de ne pas simplement subir ce qui nous arrive, les contrats qu'on nous propose, qu'on se sent obligé de signer, etc. Il y a un vrai enjeu et je pense qu'il ne faut pas qu'on se disqualifie d'office. J'entends bien que c'est un problème qui est éminemment complexe, il y a des interdépendances qui sont là, ça c'est clair, l'internet s'est construit comme ça, le numérique s'est construit comme ça sur ces dépendances. Aujourd'hui, on a un moment quand même où il faut les questionner. Ou alors on ne fait rien puis on laisse les choses évoluer, mais c'est pas je crois que c'est le but de personne. Voilà, on est à un tournant qui est intéressant, il se passe beaucoup de choses à beaucoup d'endroits et puis on voit que même les parlementaires à Berne reprennent la question en main. Ces questions numériques, je crois que tout à l'heure Mehdi parlait de finalement le citoyen là-dedans, comment il se positionne. Je vous rappelle qu'il y a une année plus ou moins, on votait sur la loi sur les systèmes d'identification électronique qui a été rejetée par le peuple. C'est la première fois qu'une population s'exprimait sur un sujet numérique ou technologique. Et puis, certains prétendent que les gens n'ont pas compris et c'est pour ça qu'ils ont refusé la loi. Nous, on est plutôt d'avis qu'ils l'ont très bien compris et en fait, ils ont envie d'être en contrôle et en maîtrise de leurs données, de comprendre ce qui se passe, etc. Donc, ouais, le citoyen reste au centre, ça c'est clair, de tous ces questionnements. Merci beaucoup, Catherine, pour ces éléments. Mehdi, est-ce que vous aviez une question ou un élément de réponse? Pas mal de choses. Alors après, ça reprend un petit peu ce que vous avez dit les trois. Hein. C'est que finalement aussi, on peut se poser la question de savoir que maintenant, bah voilà, on se dit tiens, le cloud suisse sera en main de multinationales américaines et puis chinoises, mais à la fois, le numérique s'est un petit peu construit sur ces dépendances-là aussi. Alors, on se pose la question, est-ce que, on réagit maintenant ou est-ce que c'est l'aveu de finalement une politique numérique qui s'est construite au fil des décennies et que maintenant il est un petit peu difficile, on est un petit peu captif finalement de ces modèles d'affaires. Mais je trouve le moment intéressant. Je trouve vraiment le moment très intéressant parce qu'il nous positionne en tant que société et puis de se couper complètement de ces géants technologiques, pour moi c'est une aberration. Mais comment finalement travailler avec le politique, avec l'économie et puis avec surtout la société civile. Est-ce que c'est un enjeu pour elle? Et puis c'est vrai qu'il y a une vraie évolution aussi sur la sphère politique. On s'est pas mal rendu compte, en tout cas moi à l'époque, quand j'allais poser la question du numérique à Berne,
c'était vraiment le sujet qu'il ne fallait pas aborder, c'est la peau de banane, le sujet qui n'était vraiment pas du tout porteur politiquement. Et puis que là, maintenant, on a enfin compris la transversalité du sujet. C'est pas juste de l'économie, c'est pas juste de la société, c'est pas juste de la technique. C'est quelque chose qu'on emploie tous les jours, finalement, et qui mérite d'être débattu. Et puis moi, par rapport à ce que disait Madame Pugin sur l'EID, ben moi, en tant que citoyen et observateur, j'ai surtout observé ce qui m'a réjoui, une assez grande maturité en fait de la population suisse par rapport aux enjeux de l'EID, notamment dans les débats avant le vote. Je ne me prononce pas sur le résultat. Et j'ai trouvé que les questions qui avaient été posées, elles ont quand même aussi pas mal défié le politique sur la manière d'aborder ces questions-là. Preuve qu'on n'est pas tous bêtes. Merci Mehdi. Je prends une question dans la salle qui est un peu plus technique de Remitso. Il se questionne sur justement qu'est-ce que couvre ce cloud. Est-ce qu'on parle d'infrastructure ou est-ce que c'est uniquement la partie stockage, qui est étroitement liée à l'infrastructure, ou le software frontal? Je sais qu'il y a la même question qui va même plus loin, sur les réseaux, TCP/IP, finalement, qui fournit quoi, quelle dépendance on a aux fournisseurs. Donc, peut-être largement du câble au serveur en passant par le soft. Est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça? Alors peut-être tout d'abord, c'est une question très intéressante parce qu'elle recentre en fait sur le besoin réel finalement. Aujourd'hui, la tendance, c'est qu'on veut déplacer l'informatique qu'il y a sur site dans les entreprises et les administrations dans le cloud parce que ça offre des avantages, parce qu'on peut déléguer toute la gestion matérielle, ça c'est un aspect. Et puis ensuite, il y a aussi une volonté de pouvoir collaborer, faire du télétravail, partager les documents, centraliser la gestion des fichiers. Et puis là, on fait appel à des solutions SaaS, donc c'est du software as a service, donc c'est des solutions logicielles. Et donc c'est ces deux choses-là. Et la question est importante parce qu'elle montre en fait que ce n'est pas très clair au final de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin. Et là encore, au niveau suisse, que ce soit chez Infomaniac ou d'autres acteurs comme Exoscale, on a les capacités de fournir non seulement l'infrastructure à la demande, donc des ressources de stockage, de puissance, de traitement d'intelligence artificielle à la demande, et puis aussi des logiciels qui permettent de collaborer, faire du télétravail et d'unifier la gestion des fichiers pour qu'au final, justement, plein d'administrations, d'entreprises différentes puissent collaborer en ligne ensemble. Merci pour ces éléments. Et c'est une autre question, je rebondis sur une question pragmatique liée au domaine médical qui était juste posée juste avant sur finalement comment motiver les fournisseurs en fait plutôt de software justement là qu'on parlait de ça, d'héberger en Suisse. On sait qu'il y a cette question par rapport à Office 365, en sachant que comme vous avez parlé du fort juridique et ailleurs, qui est subi, qui est sous des lois américaines. Finalement, même si les données pourraient potentiellement être stockées en Suisse, comment est-ce qu'on fait cette transition concrètement, techniquement parlant? Est-ce que vous avez été approché, Infomaniac, pour faire ce genre de choses? Comment ça marche? Nous, on a notre propre solution en fait de stockage de fichiers, d'échange de mails, etc. Donc nous, on voit pas d'intérêt en fait à pousser Microsoft Exchange à venir chez nous, à venir s'installer ici. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut avoir les bons réflexes et puis regarder si justement on doit être 100% dépendant des solutions étrangères. C'est vraiment là, c'est la question. Si j'ai bien compris la question, c'est comment forcer, comment demander en fait aux GAFA de venir héberger ici. Maintenant, s'ils n'ont pas envie, je vois pas pourquoi on devrait les obliger à le faire. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs locaux qui le font et qui hébergent 100% localement. Après, au-delà surtout des données où elles sont hébergées physiquement, de nouveau, on revient sur le problème du logiciel, qui le gère derrière. C'est-à-dire qu'on a beau dire que le mail est ici, il y a quand même une IA qui passe dessus, il y a quand même des statistiques qui sont faites, des données utilisateurs qui sont collectées, et si toutes ces données-là, elles ne sont pas garanties d'être ici. Donc,
Voilà, après, il y a aussi au niveau du médical, il y a en fait tout un réseau supplémentaire qui existe en fait de chiffrement de mails. Et c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut se pencher pour s'assurer en fait de la confidentialité des données et puis d'avoir des échanges qui sont 100% confidentiels. Et j'irais même plus loin. Les acteurs comme Microsoft, ils sont implémentés en Suisse physiquement avec leurs infrastructures. Ils sont en train de créer des labels de confiance au niveau européen avec des forces juridiques en Suisse et en Europe. Mais attention, parce que justement, le logiciel reste développé aux États-Unis. Donc, il y a des lois extraterritoriales qui peuvent exiger l'accès aux données. Alors, les seules contraintes que le fait qu'on ait des forces juridiques en Europe ou en Suisse, ça permettra en fait de loguer ces demandes d'accès et puis les raisons invoquées, mais in fine, les données pourront quand même être, entre guillemets, extradées de Suisse à la demande seule des Américains. Donc, il faut faire attention à la puissance du marketing et puis à des armées de juristes que ces sociétés ont pour trouver des termes déjà, cloud de confiance, hein, ça rassure, mais la confiance, en fait, c'est une notion extrêmement subjective quand on ne la définit pas. Et est-ce que la confiance, ça suffit d'avoir juste une entité légale dans le pays d'implémentation et des murs avec des serveurs dans le pays, alors qu'on sait que le logiciel, c'est lui qui accède aux données et, comme Marc le soulignait, qui les analyse. Merci. Je pense que dans le cas en fait de la question, c'était de j'ai ouvert un peu en parlant de Microsoft, mais là on parle vraiment plus d'un logiciel sans citer de nom, je sais pas, un CRM de gestion de patients pour un cabinet. Et en fait, la solution, disons, la plus optimale est une solution française ou américaine. Voilà. Comment est-ce qu'on est dépendant? Est-ce que finalement les entreprises devraient fournir ça en Suisse? Est-ce qu'elles devraient développer? Est-ce qu'il devrait y avoir des prestataires? Et comment finalement, est-ce que ça vient de la donnée qui pousse ou est-ce que c'est finalement la couche service qui doit elle aussi innover? Je pense que la question elle est plus dans ce sens-là. Bah, Alors, excuse-moi. C'est la solution la plus optimale si on relègue au dernier rang la localisation des données, en fait. C'est-à-dire que si la localisation des données et la confidentialité des données devient le thème principal de la recherche, c'est rapidement plus des solutions optimales. Donc, il y a aussi des fois un changement c'est-à-dire une sorte de nouveau paradigme en fait à mettre en place. C'est d'abord se poser la question d'où sont les données et comment sont traitées les données avant d'aller voir la partie on va dire, utilisation du logiciel. Après, effectivement, bah, la Suisse est un pays qui est hyper connecté. Donc après, au niveau data center, il y a largement de quoi faire pour que certaines solutions en fait, soient hébergées ici. Maintenant, voilà, c'est avec des conditions. Et puis justement, dans le domaine médical, bah, les conditions sont placées au niveau de la loi, en fait, tout simplement. et après, Là, il y a... Oui, allez-y, Catherine. non, je rejoins complètement ce qui a été dit. C'est clair que aujourd'hui, il va falloir changer le paradigme. Qu'est-ce qui est important d'abord? Alors, par exemple, est-ce que c'est la protection des données personnelles? Chez nous, ça reste un élément qui est central dans tout ce qu'on fait. Nous, dans l'administration publique, on est aussi soumis, vous savez certainement, à la loi sur les marchés publics qui ne simplifie pas notre travail. Voilà. Et puis, je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. C'est clair qu'aujourd'hui, tous ces grands groupes américains et autres ont dans leur marketing des data centers en Suisse. Nous, ce dont on se rend compte dans la réalité, c'est que c'est pas si simple que ça, quoi. Les données sont pas forcément là. Enfin bref, il y a beaucoup de marketing là autour. On se rend compte qu'ils viennent tous en Suisse, donc ils comprennent aussi cette notion de l'importance de la territorialité. Mais après, c'est là où je vous rejoins, c'est dans les détails que tout se joue, quoi. Récemment, j'ai pu assister en fait à un webinaire organisé par un média suisse romand où il y avait un acteur américain qui était présent et de son aveu lui-même, il précisait en fait que la localité suisse n'était qu'un argument psychologique pour amener la confiance auprès du consommateur. Parce que dans les conditions générales des services, il est précisé que les données pour assurer le fonctionnement du service et l'intégrité des données doivent être redondées en fait à l'extérieur du pays. Donc ça renforce ce que vient de dire Madame Catherine Buzan. Merci. Mehdi, est-ce que vous aviez quelque chose sur le sujet? Oui. Après, est-ce que le fait que les acteurs choisis par la Confédération soient chinois ou américains
Oui, alors on connaît la problématique et les risques, mais qu'ils soient français, italiens ou espagnols, franchement, ça change pas le débat. Surtout, en fait, moi, ce que je me pose la question, c'est que si je suis patron d'entreprise ou simple citoyen, est-ce que finalement ces enjeux qu'il y a derrière, est-ce qu'ils sont compris? Est-ce qu'ils sont compris par un patron de PME qui doit sécuriser les données, dont les données sont le modèle d'affaires, l'évolution, qui doit se digitaliser. Est-ce que tout ça, c'est bien compris par lui? Puis des fois, j'ai un peu l'impression que le débat, il reste dans un cercle un peu d'initiés, un peu technique, qui ne parle pas beaucoup en fait à ce qui fait bouger tous les jours, c'est-à-dire l'économie, mais aussi le citoyen. Est-ce que c'est compris, ces enjeux-là? C'est une question, hein, voilà, j'ai pas de réponse. Alors, je pense, c'est une question qui va un petit peu dans le lien de la dernière question qui a été posée par Monsieur Vernet, justement sur la maturité finalement. Est-ce qu'on peut le faire? Madame Pugin a évoqué, et vous l'avez dit aussi, une certaine maturité, en tout cas une prise de conscience sur certains sujets. Finalement, est-ce que c'est compris? Moi, Question, nous, on est très attentifs à cette notion de fracture numérique, hein, qui se voit à plein d'endroits. Alors, dans la population, évidemment, dans des catégories de la population en particulier. Ça peut être les migrants, par exemple. J'ai eu beaucoup de discussions avec l'EVAM, l'établissement vaudois d'accueil des migrants. Ça se voit aussi au sein des PME, entre les PME, au sein d'une même PME. Voilà, donc cette fracture numérique, elle se constate à beaucoup d'endroits. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire de monter en compétences numériques de l'ensemble de la population. C'est une tâche qui est de loin pas évidente, parce qu'on ne sait pas où on peut parler aux gens, comment on peut capter leur attention, etc. Mais c'est des enjeux qui se posent dans plein d'associations. Enfin, il y a beaucoup de monde qui est actif sur cette thématique-là. Nous aussi, à l'État, on essaye de l'aborder, encore une fois, dans cette idée de garantir la cohésion sociale en permanence, en réduisant cette fracture numérique, en la faisant disparaître si possible. Je pense que l'État, on a aussi un rôle à jouer dans le développement de nos services, de faire des services ou des prestations en ligne qui soient ergonomiques, qui soient compréhensibles, comprises par les gens, faciles à remplir, etc. Et c'est comme ça qu'on permettra aux uns et aux autres de mieux comprendre le numérique, de se familiariser avec et pas voir ça forcément comme un ennemi ou enfin comme une barrière insurmontable. J'ai pas la réponse à tout, mais c'est vrai que ces questions de fracture numérique, d'enjeux finalement des fois très fins sur la protection des données personnelles, sur la souveraineté numérique. Encore une fois, cette notion de souveraineté numérique, on en parle beaucoup. Moi, j'attends beaucoup de notre étude qu'elle donne du corps à cette notion-là, parce que encore une fois, on en parle, mais qu'est-ce qui se cache vraiment là-dessous? Je pense qu'il va falloir qu'on creuse tout ça, comment on embarque la population dans ces réflexions. Alors sur cette thématique-là, je suis comme vous, j'ai beaucoup de questions et quelques pistes, mais pas encore de vraies réponses. Et à quelque part, en mentionnant le cadre d'études, c'est ce qu'on peut dire, en tout cas, ce qu'on peut témoigner, hein, c'est que malgré le fait qu'on soit un des leaders en matière de développement de solutions web en Suisse, on n'a ni été consulté par la Confédération, et puis on a eu un échange en fait par hasard avec le canton de Vaud, parce qu'on s'est rencontrés sur un plateau infrarouge. Mais tout ça pour dire en fait qu'il y a une très mauvaise utilisation qui est faite des entreprises en Suisse qui ont ce savoir-faire et les compétences et les infrastructures. Et ça, c'est quelque chose de regrettable. Ouais. Et c'est pas faute d'avoir essayé d'entrer en contact au niveau de la Confédération. Je crois qu'à la Confédération, alors je ne veux pas les accabler ici, mais pour donner un petit exemple, en tant que délégué au numérique, j'aurais assisté d'ici à 2 semaines à des séances à Berne avec 5 conseillers fédéraux différents, toujours en traitant de la thématique numérique. Donc on voit que c'est un sujet qui est dispatché dans plein de départements. Chacun s'occupe d'un petit bout du numérique finalement, puis on n'a pas de vision d'ensemble. C'est la chance qu'on a dans le canton de Vaud et je pense dans les autres cantons romans, c'est d'avoir un conseiller d'État ou une conseillère d'État, en l'occurrence chez nous, qui est clairement identifié, qui se prononce sur ces thématiques-là et puis qui les aborde de manière politique aussi. Voilà, ce qui n'est peut-être pas encore forcément le cas au niveau de la Confédération. On espère aussi que tout ça va évoluer dans le bon sens. Mais voilà, c'est un constat qu'on fait aujourd'hui et on doit vivre avec, quoi.
c'est ce qui est justement totalement dramatique en fait, parce que là on est à un moment où on devrait avoir un département entier en fait dédié à ça. Et en fait on ne le fait pas du tout. Enfin, on a bien un département du transport, un département de sport, etc. Il en faudrait un entièrement dédié au numérique, quoi. Et là, enfin voilà, de nouveau, on est en train de rater le train. Enfin, le train, je pense qu'il est déjà loin, quoi. Et là, on a peut-être encore moyen de le rattraper, mais si on laisse vraiment le passer, enfin, si on le laisse partir définitivement, ça sera trop tard et on va être entièrement dépendant en fait de solutions qui nous appartiennent pas, quoi. Et après, c'est même pas forcément une question d'être des solutions étrangères, c'est juste des solutions qui sont privées aussi, quoi. Donc, c'est aussi des choses à bien garder en tête. Après, je tiens quand même à rappeler qu'il faut faire très attention et très très attention en fait au discours marketing en fait de ces grandes entreprises qui, voilà, je disais avant, qu'ils nous font croire qu'ils sont les seuls capables de réaliser ce genre de choses. On voit là dans les commentaires des personnes qui soulèvent le fait que c'est utopique en fait d'espérer pouvoir faire ça en Suisse. Non, je suis pas d'accord, dans le sens où on parle pas d'une infra d'équivalent de Google en fait ou de Facebook. Ils sont en train de servir 3 milliards de personnes par jour, pour le cas de Facebook, ou même plus pour Google. Nous, on parle en fait d'un cloud à hauteur de la Suisse, donc on parle de 8-9 millions de personnes. Donc c'est pas du tout non plus la même proportion. Et puis juste pour compléter ce que tu dis, Marc, on voit un phénomène qui est assez intéressant. Le secteur privé est en train de prendre conscience et de remigrer vers des solutions qui sont maîtrisées de bout en bout. Et puis, dans le même temps, on a le politique à la Confédération, où cette question n'est pas centralisée auprès de la même personne, en tout cas au niveau de l'exécutif, qui fait le mouvement inverse. Et puis, Mehdi, un complément? Oui, alors moi je me posais la question, alors Marc, est-ce que c'est uniquement une question qui est marketing? Moi j'ai plutôt l'impression que c'est finalement la Confédération, elle a déjà misé sur ses prestataires étrangers depuis des années et que finalement on s'est juste bêtement posé la question de dire ah ben tiens, on ne sait pas comment gérer tout ça, on signe avec les mêmes. C'est un petit peu l'impression que j'ai. Alors ouais, là on n'est pas dans leur tête, donc c'est difficile de le dire, mais c'est effectivement l'impression qu'on a aussi, ou dès qu'on a vu l'appel d'offres qu'ils avaient soumis pour ce projet à 110 millions, les conditions en fait excluaient de facto toutes les entreprises suisses. Et c'est là où personnellement j'étais assez choqué, parce qu'à ce moment-là on avait posé la question, on avait essayé un peu de secouer le cocotier pour essayer de faire bouger les choses, on n'a pas eu de réponse, et finalement en fait on se rend compte que tous les acteurs suisses ont non seulement été écartés, mais même Swisscom n'a pas postulé, quoi. Donc on parle quand même d'une grande entreprise suisse, quoi. Même eux n'ont pas postulé. Et après, on a la réponse de la Confédération qui dit que oui, il y a certaines entreprises suisses qui ont postulé, mais c'est impossible. Ou alors ils ont fait des postulations un peu sous forme de blagues, mais il n'y a aucune postulation sincère suisse qui a pu être déposée. Et c'est là qu'il faut justement de nouveau se poser les bonnes questions. En vrai, ça m'intéresserait aussi de vous entendre sur le poids du lobbying, par exemple, de Digital Switzerland, qui finalement réunit les CFF, la Poste, les grands acteurs médiatiques et qui font des grands raouts pour parler du digital en présence de conseillers fédéraux et qui ont aussi IBM au sein du comité. Est-ce que ça, c'est un problème pour des boîtes comme vous? ce qu'on peut déjà dire, c'est que les sociétés américaines en fait débloquent des crédits gratuits énormes en fait pour séduire les entreprises et puis le secteur éducatif, ce qui est intéressant pour des PME qui démarrent. Et puis ensuite, Digital Switzerland et d'autres en fait associations, là où elles vont jouer un rôle, c'est qu'elles vont créer des conférences qui vont réunir les décisionnaires privés et publics. Et puis, ces conférences vont être sponsorisées très largement par des acteurs américains qui vont avoir une visibilité en tant que marque importante, qui vont intervenir aussi directement auprès de l'audience, ce qui va renforcer l'autorité perçue et puis, ce que disait Marc avant, donner le sentiment que c'est les seuls à pouvoir fournir les services dont on a besoin. Et puis, ces sociétés à qui on confie de plus en plus nos données, elles ont des références de plus en plus prestigieuses, ce qui renforce encore leur autorité perçue et ce qui rend encore plus difficile à des acteurs plus locaux de faire leurs preuves. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui, si le public, justement là où il a un rôle important, va continuer, parce que si maintenant la Confédération donne le signal à la Suisse qu'on n'opte que pour des solutions américaines et chinoises pour les services au niveau de la Confédération, c'est vraiment envoyer un très mauvais signal
à tout le tissu économique suisse qui est pourtant extrêmement qualifié en termes de développement et de haute technologie. Et du coup, on se tire en fait une balle dans le pied. Et pour en revenir à ce que disait Marc avant, les gens doivent prendre conscience qu'aujourd'hui, les choix qu'on prend aujourd'hui auront un impact à très long terme. À l'époque, en fait, c'était le chemin de fer qui reliait en fait les villes et les pays entre eux. Aujourd'hui, c'est les données et c'est ce qui rallie les gens. Et puis, les technologies propriétaires qu'on choisit aujourd'hui, pour se désengager de ces acteurs-là, ça sera extrêmement coûteux, sinon pas possible dans certains cas, parce que sur Internet, tout doit toujours être disponible en continu et on n'accepte pas qu'en fournissant sa déclaration d'impôt, tout d'un coup, on ait eu un message d'erreur. Les gens ne comprennent pas, les utilisateurs finaux ne comprennent pas, ça doit marcher en permanence. Et puis, si on devait migrer, changer de prestataire cloud, ça devient compliqué en fait d'assurer cette disponibilité continue sans sacrifice pour l'utilisateur final. J'ose une dernière question, Mathieu, je ne vais pas empiéter sur... Mais en fait, on parle beaucoup de d'IBM et autres, mais aussi Infomaniac avait aussi est-ce qu'il y a eu aussi un intérêt marketing ou de communication de pouvoir prendre position sur cette affaire du cloud? Parce qu'il y a aussi, je pense, des intérêts aussi pour vous qui sont commerciaux, on le comprend bien. Alors, peut-être, Marc, je te laisserai compléter, mais en fait, la position, c'est que nous, on a vu cet appel d'offres un peu par hasard. En fait, c'est des gens qui nous l'ont montré et ils nous ont dit, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis, après, on en a parlé, en fait, au sein de la direction et on s'est dit, mais en effet, c'est surprenant, on l'a relu à 2 fois. Et puis, ensuite, dans un premier temps, on dit, c'est pas notre problème, on s'en occupe pas. On va même pas postuler parce qu'on n'a aucune chance. Et puis, en fait, les jours passant, des gens nous ont contactés en nous disant, mais vous devez faire quelque chose, vous pouvez pas laisser passer ça. Et puis, on s'est dit, personne ne réagit, la presse ne réagit pas. Ce qui fait qu'en fait, on a simplement essayé de vulgariser l'appel d'offres. Et puis, on a contacté en fait les journalistes pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient de ça. Puis peut-être qu'il fallait communiquer ça auprès du grand public. Et puis la réflexion qu'on s'est faite, c'est que si le peuple en fait doit se prononcer sur des avions de chasse, c'est normal en fait qu'ils puissent avoir un droit de regard ce qui se passe au niveau du numérique. Puis après, pour être tout à fait transparent par rapport à cette question, nous, de toute façon, on va de l'avant. On a toujours eu cette philosophie de développer de bout en bout nos prestations. Et puis, la demande, elle est là, du secteur privé, aussi pour toute l'Union européenne qui se pose les mêmes questions qu'on est en train de se poser. Il y a aussi beaucoup de débats au niveau du projet Gaia-X, qui est au niveau européen, où il y a des acteurs locaux français qui ont décidé de quitter le bateau parce qu'il a complètement été en fait, pénétré par les acteurs américains et chinois, et qui n'acceptent en fait pas ça parce qu'on n'est plus du tout dans l'objectif de départ. Donc c'est aussi important de prendre conscience que le débat qu'on a aujourd'hui, il se passe au niveau européen aussi, et que ça touche en fait des intérêts beaucoup plus larges. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est est-ce que le problème, il est le fait que ce soit des entreprises américaines et chinoises, ou est-ce que c'est un problème de législation, en fait? Parce qu'on ne va pas non plus ostraciser les Américains, et puis, parce que les solutions, elles sont bien. Hein. C'est un problème complexe, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, on ne vise pas le fait qu'ils soient américains, c'est pas ça, en fait, le problème. Mais je pense que ce qui doit vraiment ce qui nous touche en tout cas énormément, c'est cette partie emploi, en fait, où on perdrait énormément d'emplois si on décide. Enfin, en tout cas, on ne créerait pas énormément d'emplois si on décide de tout héberger ailleurs. Il y a ce problème-là, il y a le problème de la fiscalité qui en découle. Forcément, c'est des énormes entrées d'argent en fait qui rentrent pas en fait tout simplement ou qui partent à l'étranger. Il y a aussi un axe dont on n'a pas parlé, mais c'est l'axe environnemental, qui est aussi extrêmement important. Et quand justement tous les États s'engagent en fait à respecter les accords et qu'on doit en fait atteindre une neutralité carbone, on voit que en fait sur un projet qui est le projet le plus ambitieux finalement de la Confédération pour faire un cloud, cette question n'est pas du tout soulevée en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ligne ou un point ou une seule condition à ce propos. Et on connaît tous très bien la pollution en fait, que génère le numérique, et ça devrait être justement des conditions qui devraient, dès le début, être posées. Donc, le problème, pour moi, c'est vraiment
enfin c'est plutôt pour nous, c'est qu'on a un train de retard en fait, simplement. Je prends souvent cet exemple, mais c'est réellement ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de département qui est lié à ça, enfin qui s'occupe à 100% de ça. On n'a pas forcément des lois qui sont suffisamment à jour. On fait un appel d'offres en fait pour faire un service qu'on ne sait pas trop ce qu'on souhaite faire finalement. On ne sait pas trop qui on consulte. Voilà, j'ai l'impression qu'on donne en fait par exemple, on met beaucoup d'énergie en fait pour ces avions de combat dont on parle depuis des années, dont il y a une nouvelle initiative qui va arriver, etc. Et on va finalement nous consulter peut-être pour une question, je pense que personne ne maîtrise au final. Enfin, les avions de combat, moi on m'en parle, j'en sais rien quoi. Par contre, voilà, le côté numérique, cloud souverain, c'est que c'est un débat qui est très vite balayé. On dirait que ça fait peur à tout le monde, mais je vois pas en quoi on comprendrait moins bien le numérique que les avions de chasse. En tout cas, ça nous concerne grandement, si ce n'est plus. Donc voilà, il y a tout un état d'esprit en fait à changer. Il y a des lois. C'est une globalité en fait. C'est qu'actuellement, on est vraiment en retard. Mais comment est-ce qu'on réconcilie finalement la vélocité finalement de l'époque et puis des besoins aussi d'une entreprise comme Infomaniac et puis les autres, hein, parce que vous n'êtes pas les seuls à être montés au créneau, avec le temps politique, avec les besoins de la société. Comment est-ce qu'on trouve un langage commun Bah, pour parler des données et puis de la territorialité? Je pense que c'est un sujet qui doit vraiment rentrer chez les médias, en fait, qui doit être soulevé très, très, très souvent, parce qu'on sait très bien que ça donne le pouvoir supplémentaire. Donc voilà, les médias doivent en parler à fond. Et il y a eu des échos, hein, c'est sûr, quand on avait fait la demande, enfin, quand on a fait en fait, quand on a fait lanceur d'alerte, en fait, il y a eu des échos, etc. Mais c'était pas énormément suivi. Et on voit, par exemple, en Suisse allemande, il y a eu très, très peu d'échos, en fait. Et on sait très bien qu'en Suisse, c'est quand même en Suisse allemande que la plupart des choses se jouent. Voilà, donc au niveau des médias, cela a beaucoup plus bougé, en fait, faire parler. Et il doit y avoir, en fait, une pression, en fait, tout simplement populaire aussi derrière pour faire changer les choses. Mais actuellement, bah, le débat public, en fait, n'est pas centré autour de ça. C'est-à-dire qu'on parle d'autres problématiques, voilà, qui nous concernent. Tout autant, mais très souvent, en fait, on délaisse ce côté numérique. Voilà. Pourquoi? C'est un peu dur à dire, peut-être par confort. En même temps, on est bien, ça fonctionne. Pourquoi chercher autre chose? Mais on va à un moment être confronté à un problème. Et après, il faut quand même souligner la volonté et puis la conscience de certains cantons, comme le canton de Vaud, qui se saisit du problème. Et puis, ce qui manque, en fait, c'est un soutien au niveau de la Confédération pour coordonner, en fait, cette bonne volonté et poser ces questions auprès des 26. Et puis, pour revenir à la question de départ, qui était au final, pourquoi pas finalement ces Américains ou ces Chinois qui développent des solutions quand même hyper ergonomiques, intuitives, facilement déployables, et puis qui ont très bonne réputation comme ça. C'est pour toutes les questions en fait qu'on a soulevées, et si ce n'est même que de la sécurité, hein. Il suffit de taper dans un moteur de recherche le nom de ces sociétés plus sécurité, et en fait, elles ont beaucoup de failles de sécurité, et du fait qu'en fait, elles concentrent énormément de données du monde entier, et bien évidemment, les personnes malveillantes vont cibler en premier lieu ces sociétés parce qu'elles savent que si elles vont trouver des vulnérabilités, eh bien, elles vont pouvoir accéder à énormément de données. Merci, c'est vrai que c'était un des points aussi qui avait été exposé. Merci à tous ceux qui posent aussi leurs avis hein, dans le chat. J'aimerais peut-être juste revenir sur un point qui n'a pas été que partiellement thématisé, qui est en lien en fait avec ce que vous dites, c'est finalement comment collaborer, quel est le langage commun et finalement concrètement, on parle de partenariat privé-public. Comment est-ce que vous voyez la suite? Qu'est-ce que vous attendez en tant que privé? Quelle est votre marge de manœuvre au niveau canton? Voilà. Comment faut faire? Quel est le meilleur partenariat? Quel est le meilleur format? Bon, je pense qu'il faut déjà échanger. Hein. En tout cas, nous, dans le canton de Vaud, autour du sujet, alors pas du cloud forcément, mais là, ça c'est un truc qui démarre, mais autour de l'EID, à la suite de la votation, il y avait vraiment cette volonté d'être force de proposition au niveau de la Confédération, donc de faire passer nos préoccupations, nous remonter. Vous savez que le gouvernement vaudois, il a été actif dans la campagne, il s'est prononcé clairement en faveur du référendum, etc. Et puis là, nous, on a réussi à développer un partenariat avec 2 entreprises vaudoises, on a pu travailler ensemble
sur voilà, nos préoccupations en tant qu'administration cantonale, en tant qu'État autour de l'EID, les possibilités techniques, etc. Et puis je pense que ça a été intéressant de pouvoir travailler ensemble pendant quelques mois et puis remonter tout ça au niveau de la Confédération. Ça a été bien accueilli, ça nous a permis de montrer aussi qu'il y avait ces compétences-là, ce savoir-faire, il existait. Alors là, c'était en l'occurrence sur le territoire vaudois. Mais il y a des collaborations qui sont possibles, qui sont intéressantes. J'espère que... Alors normalement, dans le cadre de notre étude, on envisage d'aller évidemment interviewer les différents acteurs locaux. Fomianek a évidemment été listé, voilà, donc ça devrait se faire dans les prochaines semaines. Mais je pense qu'on a besoin de parler, etc. Et puis on se retrouve sur des sujets communs, des préoccupations communes. C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il n'y a pas un décalage entre nos préoccupations en tant qu'administration cantonale, organisation publique, et puis les préoccupations aujourd'hui du secteur privé sur ces questions numériques, en particulier autour de la souveraineté. Voilà. En tout cas, nous, on a l'expérience au cours de cette dernière année de vraies collaborations avec le secteur privé qui étaient bénéfiques pour l'un et l'autre autour de la question de l'EID en particulier. Et puis après, il y a des solutions hybrides. C'est la magie d'Internet. On peut combiner des acteurs différents. Et après, la position d'une entreprise privée comme la nôtre, c'est plutôt qu'on est à disposition en fait pour être consulté, pour répondre à des besoins. Mais nous, on n'a pas une position politique. On est un acteur cloud. Pour nous, un acteur cloud, il est neutre. Et puis, il fournit des services. Et puis, on n'a pas à prendre position sur des publics, si ce n'est que peut-être juste de vulgariser pour que les gens soient conscients en fait des choix qui peuvent être importants sur le long terme. Merci pour ces éléments. Je vois qu'il y a une question justement de Gérald Vernet sur les préoccupations et finalement où sont finalement les intérêts vitaux. Et je ne sais pas s'il y a l'un de vous qui peut rebondir là-dessus. Et combien ça coûte? Est-ce qu'on est dans le tir ou ça me fait penser, il y a pas mal de choses qui ont déjà été un petit peu expliquées auparavant, mais peut-être certains d'entre vous ont des compléments par rapport à cette question. On parle de la question de 18h08 ou de 17h58? De 18h18. 18h18, ouais, pardon. Peut-être en attendant, moi j'ai une question toujours par rapport à la collaboration et ça me fait penser à, et ça c'est une question pour Madame Pugin, on parle, maintenant ça devient un sujet éminemment politique. Comment la collaboration entre les cantons, on connaît les couleurs politiques, on sait que ça pose un problème quand on prend du raisin vaudois et qu'on l'amène en Valais et dans l'autre sens aussi. Techniquement, ça marche aussi numériquement? Est-ce qu'il y a l'intérêt commun? Est-ce que le périmètre, est-ce que l'administration numérique suisse joue un rôle important et crée ces ponts pour l'intérêt du citoyen, ou est-ce que finalement le vaudois sera contre le genevois contre le jurassien, ou comment vous voyez ça? Alors, ce qui est déjà intéressant, c'est de voir que ces postes de délégués numériques qui sont en train de se créer dans les différents cantons. Nous, ça nous permet de mettre en place un réseau entre délégués. Maintenant, c'est clair que le poste que j'occupe, il est assez unique. Le poste de mon homologue genevois, Alexander Barclay, qui est dans le code, je crois, est similaire, mais les autres délégués aujourd'hui, ils sont là pour la numérisation de leur administration. Moi, ma tâche aujourd'hui, c'est pas de faire en sorte que l'administration cantonale se numérise. C'est une tâche tout à fait noble et dont on a besoin, mais c'est pas mon travail en soi. Mon travail, c'est vraiment de réfléchir à ces enjeux autour du numérique qui sont beaucoup plus globaux. Ça parle de la souveraineté, ça parle de la question des données, etc. Ça parle aussi de durabilité. Là, je vous rejoins sur ces questions environnementales. C'est des préoccupations qu'on a aussi. Tout ça en accompagnant gentiment la numérisation de l'administration. Les autres postes de délégués, aujourd'hui, ils sont à l'exception genevoise, ils sont très tournés sur la numérisation de l'administration. Mais on fait avec, voilà, ça n'empêche que c'est un réseau qui se crée, on essaye d'avoir un dialogue entre administratif, au niveau technique entre nous. Je pense qu'on arrive à faire évoluer des choses, on arrive à faire entendre la voix des cantons,
il y a 2-3, alors on ne va pas rentrer dans les détails des projets de loi, etc., mais on a pu avoir quelques succès ces derniers temps sur des projets de loi où tout d'un coup notre perception, la perception cantonale a pu être prise en compte, et puis certains enjeux du numérique comme la sensibilité à cette fracture numérique, on a pu les introduire dans des projets de loi. Je pense qu'au niveau d'administration numérique suisse, on a réussi assez à faire passer la sensibilité des différents cantons sur cette volonté de garder la souveraineté cantonale aussi en matière de numérique. Voilà, ça c'est des choses, mais c'est un travail qui est de longue haleine, qui se fait petit à petit. Encore une fois, ces postes de délégués, alors nous on les connaît bien au niveau roman latin, c'est vrai que on a encore difficilement passé la frontière du Röstigraben, puis c'est dommage, mais voilà, faut comprendre qu'on a des postes qui sont, enfin voilà, moi je suis seule pour gérer toutes ces questions numériques au sein de l'État avec une petite équipe, idem à Genève, idem dans les autres cantons. Voilà, on prend les choses les unes après les autres, mais il y a un réseau qui se crée, et je trouve que l'échange est intéressant. Encore une fois, nous on est des administratifs, hein, donc on n'est pas, alors évidemment on travaille pour un chef de département, etc., mais pour l'instant on est quand même dans une, comment dire, dans un bon sens un peu général. Alors évidemment, il y a ceux qui veulent tout numériser sans se poser de questions, mais quand même, globalement, la plupart des politiques qui aujourd'hui s'intéressent au numérique se rendent bien compte qu'on ne peut pas numériser à tout va, qu'il faut un cadre pour numériser. Donc, dans ce cadre-là, c'est intéressant d'avoir des discussions entre cantons. On n'est pas d'accord sur tout, mais on peut avancer puis collaborer de manière assez, enfin en tout cas, intéressante, je trouve, aujourd'hui. Merci pour ces éléments. Est-ce que justement, je voyais que M. Holler, vous étiez plongé dans la question de M. Vernet. Est-ce que vous avez des éléments de réponse comme ça à chaud Oui, alors c'est une question très intéressante en fait, où il demande en fait quels sont les intérêts vitaux importants secondaires qu'on veut atteindre par là, en fait, par cette démarche. Il y a plusieurs choses, donc j'insiste beaucoup sur la partie emploi, la partie indépendance aussi, c'est ces éléments-là qui pour moi sont clés en fait. On voit bien maintenant les problèmes qu'on a avec le gaz. En fait, on se rend compte que certains pays en fait sont tenus en fait un peu par le bras avec l'histoire de dépendance du gaz avec la Russie. Voilà, c'est un peu ce genre de problème-là qu'on a si on est 100% dépendant d'autres nations en fait pour la partie numérique. Et c'est vraiment une des clés en fait de ce débat. Après, voilà, il y a pas mal d'éléments qui sont soulevés, qui sont importants. Il y a garantir le non-espionnage, effectivement, c'est sûr que pour certaines sociétés, même pour énormément de sociétés, en fait, en Suisse, des PME, ils ont un secret, ils ont tous des secrets, des recettes professionnelles, en fait, des choses voilà, qui veulent garder leur savoir-faire. Typiquement, c'est des choses qu'on pourrait protéger. Il y a la création de places de travail, c'est quelque chose qui est absolument important en fait pour l'avenir, parce qu'on voit très bien que il y a l'IA qui arrive et on parle sans arrêt en fait que ça va gentiment remplacer beaucoup de métiers. Et souvent on dit oui, mais en fait les métiers qui vont être remplacés, enfin qui vont être remplacés par de l'IA, en fait amèneront d'autres nouveaux métiers en fait qui sont ceux qui s'occuperont de l'IA. Sauf que là en fait dans la direction qu'on prend, ils seront pas chez nous en fait ces postes. Donc nous on fera que de perdre en fait les emplois. Et c'est justement un peu toutes ces choses-là en fait qui sont importantes. Ensuite, juste en dessus, il y avait Christophe Gerbert, désolé si j'écorche le nom, qui disait que la solution n'était pas hybride, les 100% suisse était vraiment réaliste, jusqu'à où on s'arrête, n'est-ce pas un faux débat? Donc, effectivement, la solution 100% suisse, je ne pense pas qu'elle est viable non plus. De toute façon, Internet, c'est décentralisé. Enfin, idéalement, ça devait être décentralisé. Donc, on ne vise pas un 100% suisse. Ce qu'on vise, c'est d'avoir une part là-dedans, en fait. Et de nouveau, on ne vise pas le 100% suisse, mais on ne vise surtout pas le 0% suisse. Et actuellement, c'est là où on en est, en fait. Et c'est là où nous, on souhaite justement dire attention, il y a des enjeux derrière qui sont économiques, géopolitiques, etc. Il faut en tenir compte. Et si on retourne un petit peu dans l'histoire, en 2007, AWS, qui est un des premiers acteurs à avoir créé ces services cloud, ils l'ont fait parce qu'ils étaient criblés sous les factures de licences logicielles et ils ont voulu en fait devenir indépendants à ce niveau-là et ils ont compris en fait que ce qui créait le plus de valeur, c'était la maîtrise logicielle et des infrastructures qu'ils pouvaient louer à des marges super conséquentes. Parce que ce qu'il faut être conscient, c'est que pour un développeur de solutions logicielles, il y a peut-être
des centaines de développeurs qui y participent, mais ensuite, ces solutions logicielles peuvent être louées à des milliers, voire des millions, des milliards d'utilisateurs dans le cadre des GAFAM. Et la question, c'est est-ce qu'on a envie, en fait, de contribuer à cette dépendance et puis, comme disait Marc, à cet appauvrissement en fait, économique en délocalisant nos emplois, ou est-ce qu'on a envie, avec des écoles reconnues internationalement, de faire partie des gens qui développons des solutions, qui contribuons en fait à créer nos propres solutions et pour devenir compétitifs sur le plan international, et ce qui bénéficierait à tout un écosystème d'entreprises suisses et européennes. Oui, Mehdi. Oui, moi je rebondis justement à la question de Gérald Vernet, avec peut-être un autre point de vue aussi, toujours d'observateur et de journaliste, c'est que finalement, je ne comprends pas trop la question, parce que selon moi, il y a quand même eu un immense déficit en fait de la Confédération, du politique ces dernières années, à pouvoir thématiser ce type de questions, qu'elles soient de surveillance, d'espionnage, de place de travail. Donc maintenant, c'est aussi difficile d'arriver avec ces questions-là. Puis c'est vrai que moi, ce qui me pose assez problème, c'est quand on reste dans un cercle d'initiés. On est soit dans les méandres des usines à gaz de la Confédération, soit on reste dans un cercle technard et d'entreprise. Mais finalement, est-ce qu'on a vraiment posé la question? Est-ce qu'on a vraiment empoigné le sujet pour le thématiser, pour poser la question aux citoyennes et citoyens suisses, en leur expliquant les enjeux et en étant transparent? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà les enjeux, quels sont les freins, quelles sont les limites? C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Sur la question de qu'est-ce que nous, les utilisateurs, avons besoin, je pense que c'est une bonne question. Je pense que, en tout cas, sur la question des données aujourd'hui, les citoyens ont besoin de se rendre compte, et là, je pense que l'État, mais le privé, enfin, on a tous un rôle à jouer, alors peut-être tous les initiés finalement. Les citoyens ont besoin de se rendre compte que leurs données ont de la valeur. Et ça, c'est déjà pas forcément compris. Et après, ce que nous, on souhaite, c'est que, quand on parle de souveraineté sur les données, c'est que on ait une forme de maîtrise et de contrôle sur ces données. Alors, autant nous, administration, sur les données de l'État, les données qu'on gère, etc., qu'on collecte, pour nous, c'est important que l'État puisse travailler de manière continue. La continuité de l'État, c'est quelque chose d'important. Mais dans le même temps, parce qu'on a cette nécessité de sauvegarder le bien commun, de garantir la cohésion sociale, j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi de donner aux gens les compétences pour comprendre que leurs données ont de la valeur, et qui peut avoir une forme de contrôle et de maîtrise sur ces données-là. Ça veut dire de leur donner aussi ce contrôle et cette maîtrise. Alors, j'ai pas de solution toute faite, mais je pense qu'on a un vrai débat à avoir. Je pense que là, la pandémie a un peu aidé. J'ai trouvé, à titre personnel, passionnant les débats qu'il y a eu autour de Suisse Covid. Alors peut-être qu'on n'avait pas d'autres choses sur lesquelles débattre à l'époque, mais autour de l'application Suisse Covid, il y a eu un vrai débat. Moi, je l'ai vu dans mon cercle privé, tout d'un coup, des gens qui n'avaient pas vraiment d'intérêt sur ces questions numériques, ces questions de données, etc. Quelque chose s'est réveillé. Ça a permis de commencer des échanges sur la question des données personnelles, sur le traçage. Voilà, alors c'est une application qui avait été développée privacy friendly, donc voilà, ça n'a pas forcément été compris, mais je pense que tout ça a permis de déboucher sur le résultat. Enfin, ça a peut-être contribué. Je suis pas politologue et j'ai pas fait d'analyse détaillée là-dessus, mais peut-être ça a contribué aussi d'une certaine manière au résultat de la LSIE, enfin au référendum. Voilà, donc je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un dialogue qui a pris, enfin il y a une discussion qui a commencé. Mais encore une fois, je pense que c'est important de remettre le citoyen au centre. Là, je rejoins tout à fait ce qui est dit, de comprendre ce dont il a besoin, et il a besoin de comprendre aujourd'hui que, encore une fois, c'est pas juste de l'intangible. Mettre ces données sur internet, ça peut avoir des conséquences à un moment ou un autre, que ces données-là ont de la valeur. Voilà, je pense que c'est des notions aussi basiques que ça par lesquelles il faut commencer. Et, vas-y. Après, il y a aussi le rôle des médias qui est important. On l'a vu aussi dans le cadre du Covid, on l'a vu aussi dans le cas
des questions qu'ont posé en fait certains problèmes de confidentialité avec des solutions de visioconférence au début du confinement. Et je pense que les médias, en fait, par leur travail d'enquête, d'aller consulter les différents acteurs avec une position neutre, font discuter en fait les différentes opinions, sont importantes. Et puis c'est là aussi où en fait une entreprise comme nous n'aurait pas dû avoir à intervenir par rapport à un appel d'offres comme ça. Et là, comme le soulignait Mehdi au début, on ressent aussi cette frontière suisse-alémanique où la thématique est encore moins débattue qu'ici. Ouais. Je voulais aussi intervenir sur le retour qu'a fait à Gérald Vernez, en fait, quand il dit que ce à quoi, Madame Pugin, vous avez aussi répondu, en fait, que dire que c'est pas ce que nous pouvons faire, mais ce que les utilisateurs ont besoin. Je pense qu'effectivement, c'est le nerf de la guerre. On revient, en fait, à cette question de la prise de conscience, en fait, au niveau de l'État. Et là, effectivement, il y a toute une éducation, si je peux me permettre, en fait, à avoir. Et c'est aussi de nouveau quelque chose qui devrait avoir sa place peut-être à l'école, d'avoir un cours, en fait, qui explique un peu les enjeux qu'on a là. Et il disait aussi à 18h08, donc décidément, il y a plein d'éléments pertinents, que, en fait, bah, les hyperscalers, en fait, ils fidélisent aussi les utilisateurs au plus jeune âge. Et c'est là aussi, ça c'est aussi un point, mais qui est ultra important, en fait, c'est que les écoles font des comptes Google aux enfants, quoi, en fait. Je ne parle même pas d'étudiants, on parle d'enfants. Et l'université fait des comptes Microsoft, cette fois aux étudiants. Voilà, là, il y a déjà un immense problème, en fait. Il y a déjà une grande question à se poser. Est-ce qu'on prend le bon sens en faisant ça? Est-ce qu'on ne devrait pas, pour les écoles, pour l'université, créer des comptes mail indépendants, en marque blanche, en fait, gérés par l'université, mais pas du Microsoft, pas du Google, quelque chose qui est, voilà, marque blanche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas déjà de marque qui est là, d'habitude dans un écosystème, parce qu'on est vraiment dans une tendance où voilà, dès le début, le premier contact en fait numérique pour pas mal en fait de personnes, c'est l'école, en fait, c'est l'État qui va leur mettre en fait entre les mains, tiens, tu as un compte Google, tu as un compte Microsoft, fais ta vie. Et en fait, on sait que Google derrière dit oui, mes données restent en Suisse, mais c'est pas tout à fait juste parce qu'on sait très bien que ces comptes permettent de se connecter à YouTube, permettent en fait finalement de suivre en fait les activités de tous ces jeunes. Donc là aussi, on a un problème. Donc c'est là, oui. Donc je rejoins tout à fait la question, c'est que les utilisateurs en fait comprennent leurs besoins en fait. Et c'est ça qui est compliqué, c'est vraiment de faire comprendre ça. Et je me rends compte en fait de la difficulté. J'en parle énormément autour de moi avec des amis, enfin surtout des amis en fait, ou la famille en fait. Et souvent, voilà, les questions sont. En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte en fait de l'impact que ça a. Souvent, on entend, oh, bon, moi, j'ai rien à cacher, etc. Et c'est, en fait, on a finalement tous un peu une partie un peu à cacher parce que on voudrait pas que tous nos mails soient rendus publics, privés, professionnels. On voudrait pas que nos téléphones en fait soient rendus publics, etc. Et pourtant, c'est ce qui se passe en fait avec toutes nos données. Donc voilà, il y a une éducation globale à avoir. Et de nouveau, pour moi, il y a une part de l'État. Donc voilà, il y a cette attribution en fait qu'on a donnée pour le cloud souverain aux Américains et aux Chinois, pour moi, c'est juste le dernier des symptômes en fait. Mais finalement, il y a tout un problème en amont qu'on doit vraiment adresser, quoi. Merci Marc. Mehdi, vous aviez quelque chose Oui. Après, moi, je pose aussi un petit peu la question. C'est que c'est quand même aussi un peu compliqué là. On nous sert aussi des services qui nous facilitent la vie, qui sont maintenant ancrés finalement dans les comportements. Comment aussi, en tant qu'individu, est-ce qu'on peut les remettre en question? Comment est-ce qu'on fait ça avec les entreprises privées existantes en Suisse, avec les politiques? Comment est-ce qu'on remet en question tout ça? Moi, ce qui me chagrine toujours dans ces débats sur le numérique, c'est un petit peu, oui, peut-être de devoir tirer sur un coupable, alors qu'à mon avis, il n'y a pas de coupable. C'est juste un tas de faits, mais que ce débat-là, il n'a pas lieu. Il n'a pas forcément lieu. Moi, je n'ai pas blâmé le système scolaire vaudois, genevois, jurassien ou neuchâtelois, ou la maîtresse ou le maître de faire un compte Google ou un compte WhatsApp pour les élèves.
Mais après, c'est vrai que dans la pédagogie, il y a des choses à faire. Mais là, on arrive aussi sur des questions qui sont politiques. Et puis, c'est vrai que je me demande comment on arrive à pouvoir mettre du liant là-dessus, en sachant que c'est pas ne pas tout rejeter, mais de pouvoir avoir finalement un esprit critique sur ce qu'on utilise. Et puis, pouvoir un peu réfléchir sur la suite. Donc, voilà. C'est vrai que le débat, pour rebondir sur le débat d'éducation, en fait, on l'entend dans tout. On l'entend quand on parle des médias, quand on parle de durabilité, de responsabilité. C'est un peu l'enjeu maintenant de tout le monde, c'est de vouloir essayer de rentrer, entre guillemets, dans la tête de nos enfants. Et peut-être pour être un peu moins dur, j'ai l'impression qu'il y a des cours qui sont intéressants hein, de civisme, où en fait, il y a des principes qui sont inculqués, mais qui sont peut-être pas en quantité suffisante. Hein. C'est peut-être ça qui a questionné, mais voilà, d'un point de vue un peu extérieur comme ça, je me dis qu'il y a peut-être des éléments à questionner, à revoir peut-être la quantité, mais disons le développement de ces éléments de sensibilisation sont déjà quand même grandement là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus maintenant Oui, peut-être mais alors, en tant qu'observateur, moi, je vois que les entreprises privées comme Infomaniac sont sensibles à la thématique. Le canton de Vaud est sensible à la thématique. Après, il y a aussi il y a une responsabilité qui est individuelle en tant que parent, en tant qu'individu dans la société aussi, d'expliquer ces enjeux-là. Enfin, c'est pas le tout méchant, l'État fait mal, l'économie privée fait mal. C'est plutôt un enjeu qui est justement commun. Après, mon avis aussi, c'est que il y a quand même une mission qui appartient à l'État par rapport à l'argent du contribuable qui paye ses impôts, parce qu'in fine, ces contrats de plusieurs millions, c'est quand même le contribuable qui les finance. Il me semble qu'il y a quand même une mission dans l'État, dans les solutions qui sont mises en place, alors ok, d'avoir un appel d'offres qui soit compétitif, qui réponde aux besoins, qui soit en fait, qui respecte l'économie de marché et puis ses contraintes. Mais il y a aussi un devoir de penser aux intérêts nationaux, de définir une vision claire du numérique. Et puis je pense que c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. La preuve en est, la définition de la souveraineté n'est même pas clairement établie et définie au niveau politique. Et c'est actuellement une question de débat. Et là, pour reprendre l'expression de Marc, on prend le train vraiment en retard. Alors après, on peut se rassurer en regardant en France où les mêmes questions se posent, mais il y a d'autres pays européens qui sont beaucoup plus en avance que nous. Et puis, il est important de maintenant mettre ça dans le top 5 de l'agenda politique et puis de se préoccuper de ces questions importantes. Et de nouveau, il n'est pas question en fait d'exclure totalement les Google, Facebook et compagnie. Je veux dire, je pense que peut-être la plupart des gens autour de cette table-là, on a tous un compte Facebook, on a un compte Google, etc. C'est vraiment pas ça la question, mais c'est d'avoir une nuance en fait. Le but, c'est pas d'être tout noir, tout blanc. Le but, c'est de trouver un équilibre. Et justement, pour ça, il faut qu'on lance un débat. Il faut qu'un débat se lance au niveau national, mais un débat sérieux. Comme on peut en avoir régulièrement, on entend toujours parler, et c'est quelque chose qui devrait vraiment être sur la table, comme il dit Thomas, un des top 5 en fait, des priorités du Conseil fédéral. Clairement, voilà. Il doit y avoir débat, et puis et la vérité, elle se trouvera de toute façon au milieu. Et c'est comme ça qu'on arrivera en fait à sortir du positif de tout ça. Je pense que si on constate un manque de maturité ou de compétences numériques ou de maturité numérique dans l'ensemble de la population, malheureusement, le politique n'en est pas exclu. Le niveau de maturité, il doit aussi augmenter là-bas, enfin, dans les parlements cantonaux, au niveau fédéral, etc. Mais moi, je vois quand même émerger petit à petit des politiciens qui sont compétents sur ces questions-là, qui sont capables de les empoigner, qui ont un vrai discours, une pensée, etc., une vision. Alors, ça reste un cercle restreint, mais ça arrive. Enfin, autant avant, on avait l'impression d'avoir aucun relais, autant aujourd'hui, on a des relais. Et puis ça, c'est intéressant. Et nous, notre rôle, en tout cas dans l'administration aujourd'hui, avec ce projet de cloud souverain, je reviens là-dessus, c'est de donner aux politiques la possibilité de placer le curseur. Je pense que la souveraineté, c'est un curseur à placer à un endroit. Encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc. Voilà, il y a des choix à faire. Souvent, c'est pas juste un choix numérique. Il y a d'autres politiques publiques qui rentrent en ligne de compte. Il faut faire une balance des intérêts. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, avec mes collègues délégués au numérique, c'est justement donner à nos chefs de département, aux politiques,
la possibilité de placer ce curseur, de prendre une décision en toute connaissance de cause. OK, aujourd'hui un cloud souverain, OK, aujourd'hui les données de l'État, je les mets là. C'est une décision qui est réfléchie. C'est pas juste un choix un peu subi qu'on a l'impression que ça arrive aujourd'hui, enfin régulièrement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste des questions dans la salle? Je sais qu'il y en a qui nous ont rejoints. J'en profite pour les saluer. Il y avait une personne qui avait levé la main. Je ne sais pas si cette personne a pu poser la question directement dans le chat. Mais n'hésitez pas. Je pense qu'on va encore rester connecté quelques minutes. Je vois que le débat, en tout cas, lève pas mal de questions, beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions. En tout cas, merci beaucoup. Je vois que aussi dans le public, les gens vous remercient. Je vous propose encore d'attendre quelques minutes s'il y a des questions qui vont venir. Sinon, j'en profite déjà aussi pour vous remercier. En tout cas, à vous quatre, à vous trois, ou quatre, si on compte les questions de Monsieur Atmani. Non, je rigole. En tout cas, un grand merci voilà, à Madame Pugin, Monsieur Atmani, à Monsieur Holler et Monsieur Jacobson. Je vous remercie pour ces différents éléments. Je vois que ça a levé pour moi, comme ça, à chaud, hein, cette prise de conscience, le fait qu'on est capable de pouvoir le faire, la sensibilité, qu'il faut avoir un débat sérieux et j'espère qu'on va pouvoir y arriver. Et voilà, d'essayer de répondre à ces besoins, de comprendre les besoins des utilisateurs. Et je trouve cette question que vous avez posée, M. Atmani, tout au début, quelle société numérique nous voulons finalement, je pense que c'est une question assez large, mais qui est une question très intéressante que la politique, que les citoyens doivent se presser d'empoigner. Voilà, un grand merci en tout cas à tous et je laisse la parole à Madame Perrin-Jacquet pour conclure. Bonsoir tout le monde, je vous ai rejoint quelques minutes après l'ouverture des feux, si je peux m'exprimer ainsi. J'aimerais déjà, en tout cas, Madame, Messieurs, vous remercier d'avoir accepté de participer à cet événement. Pour nous, il était indispensable au niveau du CLUSIS de pouvoir organiser un événement sur effectivement ce cloud souverain. Je retiens dans vos différents propos qu'un département voué à ce sujet-là serait pas totalement inintéressant au niveau de la Confédération. Je retiens également que la question, c'est effectivement, est-ce que nos données ont de la valeur? Ça, vous l'avez relevé, Madame Pugin. Et puis, j'ai le sentiment que dans les écoles, alors on ne va pas faire l'apologie des écoles ou le contraire, mais je m'interroge si réellement, dans les formations des HEP, il y a des cours qui concerneraient justement le numérique au niveau des enfants et quant à savoir si on leur ouvre des comptes blancs, pas des comptes blancs, etc. Je ne suis pas certaine de cela. Par contre, le citoyen lambda, je ne suis pas certaine non plus qu'il soit très au courant des enjeux liés à ces données. Je vois que c'est la même chose pour les entreprises. Quand on leur parle de la loi sur la protection des données, ils disent on a le temps, on verra bien, on fera ça plus tard, quand vraiment ça entrera en vigueur. Et puis, vous évoquiez les GAFAM et toutes les personnes qui sont autour des politiciens. Je pense que ce qui manque à Berne, c'est des lobbyistes dans ce domaine-là. Parce que je ne vois pas beaucoup de lobbyistes qui entourent, je dirais, les parlementaires pour aborder ces sujets, ou en tout cas pour les sensibiliser sur ce sujet-là. Mais j'espère que nous pourrons, en tous les cas, reprendre ce thème à une autre période de l'année. Je pense que c'est indispensable. Je pense qu'il faut communiquer absolument, que les gens se rendent compte des enjeux qui sont liés à leur protection des données. Et surtout, je pense que le dossier sera très important quand on apportera et on abordera ou on renforcera le dossier électronique du patient avec les enjeux liés à la santé. Et je crois que c'est peut-être quand malheureusement certains patients seront touchés au niveau du contenu de leur dossier médical, que là, tout d'un coup, il risque d'y avoir une prise de conscience. Ce sera trop tard, mais il risque d'y avoir une prise de conscience du fait qu'on peut avoir accès aux données de certains sans forcément être attentif aux enjeux qui y sont liés. Et moi, ce dossier électronique du patient, c'est un des thèmes qui m'importe parce que je trouve qu'on peut faire tout et n'importe quoi si on n'est pas attentif à la manière dont on protège les données de chaque citoyen. Mais la souveraineté, on en reparlera. Qu'est-ce qu'on met derrière?
Et puis, c'est certainement un sujet qui occupera encore les semaines et les mois suivants. J'ai regardé, parce qu'il y avait des campagnes électorales là, dans certains cantons, je ne citerai pas de canton en particulier, mais j'ai regardé si les partis politiques avaient mis dans leur programme la souveraineté digitale, voire la protection des données. Je ne l'ai pas vu, ce sujet-là, très présent non plus dans les programmes de partis. Donc, c'est aussi intéressant de voir que là, il y a peut-être des choses qu'il faudra mettre en place à l'avenir. Mais je vous remercie, Madame, Messieurs, pour votre présence, pour votre engagement. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je remercie toutes celles et ceux qui nous ont suivis durant ces 2 heures. Et puis, si jamais vous passez par Fribourg début avril, nous aurons un stand au Swiss Cyber Security Days. Et on se fera un plaisir de vous saluer et de vous dire bonjour. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci pour votre présence, votre confiance. Et puis, à bientôt. Bonne fin de soirée. Au revoir. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée.